Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire de ce journal, une note des Nations Unies a été délivrée aujourd'hui dans laquelle le secrétariat des Nations Unies exprime sa préoccupation dans le dossier des soldats ivoiriens retenus au Mali. Il appelle à leur libération. Les écoles du privé confessionnel en tête dans les résultats des examens nationaux depuis plusieurs années. Quelles sont les clés de ce succès? Reportage à suivre. Et puis pour la rentrée télé 2022-2023, la société Grand Média accueille de nouveaux visages, des visages qui viennent prendre leur place dans les deux filiales du groupe, NCI et Nostalgie. La communauté internationale se mobilise pour le dénouement de la crise ivoiro-malienne relative à l'incarcération des soldats ivoiriens à Bamako. Dans une note d'information publiée ce lundi, le secrétaire général des Nations Unies appelle à la libération de ces soldats encore détenus au Mali. Mardoché Kwasi. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé jeudi à travers une note d'information sa vive préoccupation face à la longue détention des soldats ivoiriens incarcérés à Bamako depuis le 10 juillet dernier, tout en saluant la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix en général et en particulier à la MINUSMA. Antonio Guterres appelle à la libération immédiate des soldats ivoiriens dans l'esprit des relations fraternelles qui lient le peuple de Côte d'Ivoire à celui du Mali. Il a enfin réitéré son soutien à tous les efforts de médiation visant à faciliter cette libération, ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage. Pour rappel, 3 chefs d'État ont été récemment mis en mission par le dernier sommet de la CEDEAO pour plaider auprès de Bamako la libération des 46 soldats restants sur les 49 arrêtés le 10 juillet dernier. Et puis des livreurs ont été victimes d'un accident de la route. Ils se rendaient au siège de leur entreprise pour un mot d'ordre de grève pour réclamer des actions de leur entreprise pour leur permettre de bénéficier de la carte grise moto, désormais obligatoire. 3 motos irrécupérables et 2 blessés graves. C'est le bilan d'un accident qui a eu lieu cet après-midi dans la commune de Cocody. Les victimes sont des livreurs qui partaient pour une grève au siège de l'entreprise qui les emploie. Nous, on était devant avec mon frère. On partait et devant nous, il n'y avait personne, pratiquement personne même. Mais lui, il voulait aller plus rapidement. Donc, il a essayé de nous contourner pour pouvoir prendre la voie de gauche pour partir. Mais il y avait un Yongo qui venait. Et quand il a cogné le Yongo, le choc du Yongo a fait qu'il y a eu un ralentissement. Et il y avait plein de livreurs qui venaient. Donc, il les a ramassés. Ces livreurs exigent de leurs employés le paiement de la carte grise pour éviter la répression des forces de l'ordre sur la route. Non seulement on travaille, les policiers ne nous laissent pas tranquilles, on se débrouille pour acheter nos motos. Actuellement, au niveau des papiers, ils avaient mis l'accent sur le permis. Il y a tout maintenant, c'est la carte grise. Donc il y a toute cette revendication à quoi on voulait étaler pour vraiment nous faire entendre. Nous exprimons un mécontentement vis-à-vis de notre entreprise. On a demandé à notre entreprise d'essayer d'amortir un peu le choc en payant la moitié. Les grévistes blessés ont été conduits dans un centre de santé. À Abidjan, de grands travaux sont visibles dans toutes les communes. Certaines populations attendent d'en bénéficier, comme les habitants des quartiers Bellevilla à Bobo. L'axe principal qui traverse ce quartier pour Alépé relève d'un véritable parcours du combattant, surtout en période de pluie. Le constat de Salif Yalekwe et Tanguy Kona. Bobo. Nous sommes ici sur l'axe sans manquer, allant à la sortie d'Abidjan. Cette grande partie de la voie menant à Alépé, en passant par les quartiers Belleville et Biabou, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ici, par exemple, dans les environs du cimetière, il est désormais formellement interdit de passer à 2. De quoi inquiéter les habitants. Quand tu dois sortir comme ça, quand tu dois aller quelque part, par exemple à 7h, tu es obligé de sortir de la maison à 4h du matin. Parce que la route est vraiment ratée. Ça crée même les embouteillages sur la route. Quand tu dis à quelqu'un que tu habites à Belleville, viens me rendre visite, la personne attrape sa tête. Parce que la route n'est même pas bonne. Quand il pleut, on ne peut même pas sortir. C'est rempli de boue ici, on ne peut pas sortir. Donc vraiment, on a tous les problèmes pour sortir. Pour les conducteurs de véhicules en commun, il urge d'agir sur cette voie. On ne peut même pas travailler, rien. La voie ne n'arrive pas à route pour passer. L'État pourrait censé voir la route pour nous, vraiment ça allait nous plaire. Les voitures, tout en bas est gâté. On ne peut même pas travailler même, sincèrement. La voie est gâtée. L'État n'a pas censé voir rien la route.
La chefferie traditionnelle d'Abobo-Belleville, qui estime à 7000 le nombre d'habitants de cette partie d'Abobo, invite les autorités ivoiriennes à se pencher sur les difficultés vécues ici. L'état de la route, c'est vraiment du calvaire. Lorsqu'une femme ou bien une jeune fille veut accoucher, on est obligé de la mettre dans le pousse-pousse pour l'amener soit à l'hôpital ici à Bobo-Bablé. S'il n'y a pas de pousse-pousse, le fait d'attendre, le drame arrive. Et le drame, c'est quoi? C'est la mort. Nous nous procédons à genoux devant les autorités compétentes. Ils font trop. Il faut le reconnaître. Ils font trop. Nous leur demandons pardon de jeter un coup d'œil dans le quartier de Belleville. Une dégradation qui a amené les responsables de la Sotra à suspendre le trafic dans cette zone. La Sotra informe son aimable clientèle qu'à compter de ce lundi 29 août 2022, le terminus Biabou sera isolé à cause de la dégradation de la voirie. De ce fait, les itinéraires des lignes 16 et 80 subiront une déviation dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. Un désagrément de plus pour les populations désemparées qui scrutent l'horizon dans l'espoir d'un début des travaux, pour redonner à cette voie, très fréquentée, un autre souffle. Et sur la route, il y a aussi les vendeurs ambulants. Avec leurs marchandises, ils font la course aux automobilistes, potentiels clients de leur marché. Niki Mamoussa et Eric Kimou sont partis à leur rencontre. Munis de leurs marchandises, ils sont à l'affût des voitures qui ralentissent au feu tricolore ou dans les embouteillages. Chaque automobiliste est un potentiel client et leur marché, c'est l'autoroute. Proposant leurs produits, ils zigzaguent entre les voitures, chose qui n'est pas toujours sans danger. Je suis venu en plein 16h, donc on m'a donné la marchandise, donc était la vente. Donc j'ai servi la cliente, j'ai donné le pain, donc elle ne m'a pas encore donné l'argent. Voilà, moi il me suis dit quoi, où la voiture partait, elle partait mon argent, donc il me suis accroché à la voiture. Donc la voiture m'a attiré. Du fait qu'il courait, il était un peu fatigué, donc il a laissé la voiture. C'est ça qui a créé mon accident. Chaque jour, ils sont des centaines à cohabiter avec les voitures sur les grandes voies. Cela fait partie de leur métier. C'est dangereux, mais ils doivent gagner leur vie. En fait, c'est dangereux, mais on ne peut rien faire parce que nous savons que de nos jours, pour avoir du travail, ce n'est pas facile. Donc, on est obligé de venir lutter un peu. En tant qu'un homme, il faut faire quelque chose dans la vie pour ne pas se mettre dans certains trucs. Pour leurs voisins, les automobilistes, ces jeunes sont courageux, bien qu'ils doivent doubler de vigilance, car la route n'est pas un terrain de jeu. Et nous jeunes, bon, c'est pas tellement prudent. Il a failli cogner une vers l'échangeur de Félicia là même. Là. Franchement, c'est pas prudent. La vente à la criée sur les routes n'est pas autorisée. Ces vendeurs ambulants sont très souvent traqués par les services de la mairie. Un jeu du chat et de la souris qui est loin d'être terminé. La capacité hôtelière de la Côte d'Ivoire est passée de 2500 établissements en 2011 à 4500 en 2022, soit un taux de croissance de près de 50% en une décennie, des chiffres qui redonnent espoir alors que le secteur a récemment été confronté à la pandémie de Covid-19. Face à cette crise, l'une des réponses a été la promotion du tourisme local et la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Quels sont les premiers acquis de cette politique? Un sujet de Nadia Eja et de Cheikh Bleu. Les plages d'Assini ou de Grand Bérébi, les ponts de Liane de Mans ou encore la basilique de Yamoussoukro font partie des richesses touristiques de la Côte d'Ivoire. Si ces endroits ont toujours existé, ils connaissent une promotion plus accrue depuis l'élaboration de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Une valorisation du tourisme local qui s'est intensifiée avec la survenue de la Covid-19 qui a imposé comme solution le développement du tourisme domestique. On voit que désormais, le tourisme, l'activité touristique et de loisirs est plutôt portée par le tourisme domestique ou le tourisme local. La Côte d'Ivoire regorge de toutes les potentialités du point de vue des ressources naturelles, du point de vue des ressources culturelles, du point de vue des ressources infrastructurelles. Tout est réuni pour que effectivement ce pays-là puisse rentrer dans le top 5 des destinations touristiques africaines. Résultat, le tourisme interne estimé à 48% en 2019 est passé à 60% en 2021. Si cette tendance montre un intérêt grandissant de la population ivoirienne pour le tourisme local, les chiffres dans l'ensemble restent loin des performances qu'enregistrait le pays avant la pandémie. On compte pour l'année 2021 1 240 567 touristes internes pour 1 816 386 visiteurs
contre 2 011 784 visiteurs en tourisme interne sur un total de 4 081 943 touristes en Côte d'Ivoire en 2019. Pour le ministère de tutelle, il faut remonter la pente. Les perspectives, c'est de remonter rapidement pour atteindre la proportion d'avant Covid, c'est-à-dire la proportion de plus de 2 millions de touristes domestiques d'ici la fin de l'année 2023. Depuis l'année dernière, il a été institué la quinzaine touristique. Donc cette quinzaine touristique est une institution désormais et elle doit se tenir chaque année et elle permet d'aller à l'intérieur du pays et donc de visiter non seulement les sites touristiques mais de pratiquer l'art et la culture au niveau local, tout ce qui est art culinaire, tout ce qui est gastronomie dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. L'objectif du ministère du Tourisme et des Loisirs, en déployant la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, est de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations touristiques sur le continent. Le pays occupe à ce jour le 13e rang en Afrique. Et deuxième destination touristique de la Côte d'Ivoire, San Pedro a dû faire face à la dégradation de la côtière qui a impacté son activité touristique. Depuis quelques années, la direction régionale s'est attelée à la relancer. Comment se porte le tourisme à San Pedro et quelles sont les perspectives pour le développement de ce secteur? Nadia Arounazeba. San Pedro. Située dans le sud-ouest du pays, la ville abrite le deuxième port de la Côte d'Ivoire, par ailleurs, premier port exportateur de cacao au monde. Mais ce qui fait son charme, c'est son paysage de carte postale avec ses plages sans barres. Les plages de San Pedro sont des plages, on dit en termes scientifiques, on dit que ce sont des plages sans barres. Ça veut dire que la mer n'a pas ce tourbillon qu'il faut pour causer la mortalité au niveau des plages. Vous pourrez marcher tout le long de notre mer, vous pouvez marcher jusqu'à 200 mètres. Vous serez encore dans l'eau avec le niveau de l'eau au genou. La ville est la deuxième destination touristique en Côte d'Ivoire après le Grand Abidjan qui inclut Assini et Bassam. Cela malgré une période difficile en raison de l'accessibilité par la côtière. La côtière étant en train d'être faite donne espoir à toute la région de San Pedro en ce qui concerne les activités économiques et particulièrement l'économie du tourisme. Chaque région a un type de tourisme qu'il faut prioriser. Et nous, dans notre région, dans notre district, c'est l'écotourisme. À San Pedro, l'activité touristique est dynamique avec une capacité d'environ 170 hôtels et un taux d'occupation satisfaisant. Nous sommes toujours full parce que voilà, on peut dire qu'on a un manque même de chambres. On peut dire la moyenne de l'occupation à 95%. L'activité est vraiment en marche, franchement. Ouais. Des lieux d'hébergement de diverses catégories, avec quelquefois des singularités, à l'instar de ce mini-parc animalier. Un plus à découvrir pour les amoureux de la nature. Sur la plage, les touristes sont nombreux et ne boudent pas le plaisir de contempler les mouvements de la mer. Avant, je ne suis jamais venu à San Pedro. Les plages d'Abidjan, à Assini, à chaque moment on part là-bas. On a essayé de changer d'air, donc on a choisi San Pedro. Faire des sorties, faire des voyages et tout ça. Ça permet de solidifier l'amour et tout. C'est pas trop encombré, il n'y a pas assez d'hommes et puis c'est plus relax quoi. Voilà, la plage est propre. Parmi les attractions sur cette plage, on note ce massif grisâtre. Selon la légende, il représente un couple pétrifié en pleine union charnelle, d'où son nom, le rocher des amours. Ceux qui viennent, généralement, vu qu'on parle du rocher des amours, ils viennent pour, on va dire, commémorer leur amour, dire qu'ils s'aiment. La majorité sont des couples, des amis, des frères, des familles. Tout. Face à cette niche de potentialité naturelle, les plus grands bénéficiaires restent les acteurs du tourisme qui espèrent rehausser leurs chiffres. Nous recevons aussi des touristes qui viennent de partout, parce qu'aujourd'hui, la population, ça ne prend pas trop à la plage, quoi, et puis au tourisme. Voilà, ça veut dire qu'il faut sensibiliser les gens à venir à la plage. Alors que se rapproche la date de la Coupe d'Afrique des Nations, la région de San Pedro met les bouchées doubles pour offrir un accueil de qualité. À cet effet, les 28 et 29 juillet dernier, la première édition de la journée de l'économie touristique du Bas-Sassandra s'est tenue autour du thème « La synergie des compétences comme facteur de l'amélioration de l'offre touristique dans le Bas-Sassandra ».
Pris individuellement, les résultats des établissements privés confessionnels aux examens nationaux 2022 sont largement supérieurs à la moyenne nationale. Une situation qui dure depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui explique la supériorité de ces établissements? Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kouassi et de Mathurin Badé. On peut vous demander, pose ces opérations. Le travail ici, c'est de poser, savoir poser. Souleymane Koné enseigne dans cet établissement primaire islamique depuis 2013. Un établissement qui, chaque année depuis sa création, fait 100% d'admis au CEPE et à l'entrée en 6e. Avant son arrivée dans cet établissement, il a travaillé durant 7 années dans le système laïque. Pour lui, la différence se fait au niveau de la rigueur dans l'encadrement. Ce qui est enseigné au niveau du privé laïque, c'est la même chose qui est enseigné au niveau de l'école confessionnelle islamique. Chez nous ici, il y a une certaine rigueur. C'est la rigueur. La rigueur au travail, au niveau de la religion, les conseils au niveau de l'éducation islamique, c'est un plus pour nos enfants. Une rigueur qui s'accompagne de l'éducation spirituelle qui fait partie intégrante de la formation des élèves des établissements privés confessionnels. Je pense que c'est la discipline. Vous voyez, nos écoles confessionnelles islamiques, on va parler de grève, mais vous ne verrez pas de grève dans nos écoles. On va parler de... Ils ont été chassés de l'école, ils sont sortis, il n'y a pas eu cours aujourd'hui. Nous n'avons pas ça. Congé anticipé, jamais. L'enfant qui apprend les sourates, qui mémorise, mais une petite leçon n'est rien pour cet enfant. L'encadrement, il est à différents niveaux. Il y a l'encadrement spirituel. Nous avons d'abord les cours d'IRM, éducation religieuse et morale. Nous avons ensuite une aumônerie qui suit les enfants, qui les encadre sur le plan psychologique et spirituel quand ils ont des problèmes. Il y a aussi la discipline que nous mettons en place. Et puis la conduite même de l'enfant dans l'établissement. Une éducation spirituelle qui est assurée dans les établissements méthodistes par des aumôniers qui travaillent à la stabilité psychologique et spirituelle de l'enfant. Il s'agit là de suivre l'enfant. S'il y a des problèmes vraiment spirituels, nous appelons les parents pour leur faire comprendre, voici ce que l'enfant peut traverser comme un problème. Okay? Et avec l'accord des parents, nous arrivons à prier pour ces enfants pour que, in fine, l'enfant soit avec une âme tranquille en classe. Parce que s'il n'a pas l'âme tranquille en classe, ça sera difficile pour lui d'accepter les cours qu'on lui donne. Et l'âme tranquille, c'est l'âme qui psychologiquement est en paix et qui spirituellement n'a pas de soucis et qui est en place et qui a la connaissance qu'il faut pour que demain, cet enfant-là soit un excellent citoyen. Les établissements privés confessionnels, du fait de leurs excellents résultats, ne cessent d'attirer les parents d'élèves qui en tirent une grande satisfaction. Le côté religieux, c'est vraiment très important pour les enfants parce qu'avec ce qui se passe dans le monde actuellement, avec les histoires de drogue et tout, au moins quand tu amènes ton enfant dans une école religieuse, déjà l'enfant même a déjà la crainte de Dieu déjà. Donc il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire. Le fait d'être dans une école professionnelle et religieuse, ça joue vraiment beaucoup sur le résultat des élèves parce que ça leur permet en même temps d'avoir la crainte de Dieu et puis de suivre le rite, être concentré. Discipline, rigueur dans l'encadrement psychologique, intellectuel et spirituel, sérieux dans le recrutement du personnel et dans les valeurs enseignées, la crainte de Dieu. Ce sont là les valeurs qui caractérisent les établissements privés confessionnels. Des valeurs qui continuent de faire la différence au niveau des résultats scolaires. Et on s'intéresse à présent aux enfants qui souffrent de troubles du neurodéveloppement, autisme, trisomie 21 ou infirmité motrice cérébrale. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire à présenter ces troubles. Comment sont-ils pris en charge et encadrés? Mithilène Légré et Joseph Kéré. Depuis son bas âge, Kéliab, 9 ans, souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Après sa difficile insertion dans des écoles, elle a été admise dans ce centre médico-psychosocial. On a eu recours à des kinés, à domicile, comme dans des centres. On a eu recours à des orthophonistes parce qu'elle ne s'exprimait pas. Aujourd'hui, elle va nettement mieux. Comme elle, une centaine d'enfants souffrant tous de troubles du neurodéveloppement
sont suivis dans ce centre qui compte 75% d'enfants autistes, 17% d'enfants atteints de trisomie 21, 7% d'enfants souffrant de déficience intellectuelle et 1% atteints d'infirmité motrice cérébrale. Ici, tout est mis en œuvre pour aider ces enfants à trouver un équilibre de vie. La rééducation, c'est des séances qui permettent à l'enfant de pouvoir communiquer de façon autonome. Puisque c'est les enfants qui sont au centre ici ont un problème de langage. Donc l'orthophoniste, c'est le spécialiste qui permet de corriger le langage oral et écrit avec les enfants qui ont des troubles de langage. On dispense les cours ici de 8h30 à 10h. Parmi eux, il y a d'autres qui retiennent comme les autres enfants et d'autres aussi, ça prend du temps. Le nombre exact d'enfants atteints de cette maladie est encore méconnu en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est certain, c'est l'insuffisance de la subvention du gouvernement pour la prise en charge de ces enfants, dont l'éducation et l'encadrement demandent beaucoup de ressources financières. Quand on prend la scolarité, la cantine et le transport, on avoisine le million l'année seulement pour sa scolarisation. Et là, on n'a pas encore mis les soins, hein, voilà. Parce que là, l'orthèse qu'elle porte, on nous fait le pied à 200 000 francs. C'est vrai que l'État nous vient en aide, mais vraiment, elle est insignifiante. Il y a les charges fixes, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte parce que nos matériels avec lesquels on travaille en classe, ce n'est pas les fournitures scolaires de tous les jours. Non, non, non. C'est des jeux éducatifs, c'est des activités vraiment adaptées. Il y a une participation des parents. Sinon, sans la participation des parents, on a fermé. Hein. Dans ce centre, les enfants sont encadrés en fonction des troubles qu'ils présentent. Certains ont trouvé progressivement l'usage de la parole. C'est la rentrée des classes pour les chaînes de radio et de télévision en Côte d'Ivoire et la famille s'agrandit du côté de la société Grand Média et ses filiales NCI et Nostalgie. De grands noms des médias ont rejoint les équipes pour cette rentrée des programmes. Le point avec Pierre Dipomella. Des icônes de l'espace audiovisuel ivoirien signent chez Nostalgie et NCI pour cette nouvelle saison. Un mercato fructueux pour ces chaînes, des recrutements à la mesure des ambitions. Tia, célèbre artiste musicienne et talentueuse animatrice de programmes, dépose ses valises à NCI et Nostalgie et promet de belles choses dans cette nouvelle aventure. Les premiers jours se passent très bien. Je suis très heureuse d'avoir intégré le groupe NCI et Nostalgie puisque moi j'ai été embauchée sur les deux médias, donc télé et radio. Ça se passe super bien. Gros projet avec la Coupe du Monde, donc beaucoup de travail et c'est le top, c'est passionnant. Ouvrant les portes du sport de la nouvelle chaîne ivoirienne, Tia ne sera pas seule dans cette aventure. Joël Amos-Badi passera définitivement devant la caméra après quelques apparitions de circonstances pour piloter NCI Sport et le Mondial Qatar 2022. Nostalgie, l'autre filiale du groupe Grand Média, a quant à elle pêché 4 gros poissons dans l'eau trouble de l'espace audiovisuel ivoirien, soumis à un environnement de haute concurrence. Ce sont des icônes telles que Serge Kouachi, Juste Crépin, Brice Guigré et Tia. J'ai ici donc, j'ai envie de dire, l'immense privilège de commencer une nouvelle aventure. Ici donc à Nostalgie. Radio Nostalgie, c'est, faut dire pour moi, dans la construction de la carrière, un pas important. C'est une avancée considérable pour toute personne qui fait ce métier. On a toujours pour ambition, pour rêve de gravir les échelons. Nostalgie pour moi c'est carrément un rêve d'enfant parce que je me rappelle 6 novembre 1993, la date du lancement de Nostalgie en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. On était encore tout jeunes, adolescents et on était déjà très fans de ce milieu en ce qui concerne la radio, l'animation et on a pu découvrir pas mal de voix et de personnalités qui nous ont fait rêver, qui nous ont bercé, qui nous ont donné l'envie de participer à cette aventure. Alors ce que je compte apporter à Nostalgie, c'est ma fraîcheur dans l'animation et surtout mon expérience que je vais mettre au profit de cette chaîne de radio, cette magnifique chaîne de radio. C'est avec un plaisir indicible que j'ai reçu l'information de mon intégration à Radio Nostalgie. On sait que c'est une radio référence ici en Côte d'Ivoire, hein. Donc ça m'a fait énormément plaisir. L'émission que nous allons animer s'appelle Radio Actif.
Déjà par le nom, on sent que ça sera quelque chose de sulfureux, quelque chose qui va faire beaucoup de bruit. Ce recrutement affiche clairement les ambitions de ces chaînes, monter d'un cran en puissance et évoluer dans une synergie tant au niveau administratif qu'au niveau des programmes, a indiqué Ange Guéhi, le directeur général de NCI et Nostalgie. On part aujourd'hui en fait vers une fusion en quelque sorte des deux entreprises. C'est le premier volet de cette synergie. Deuxième volet, alors vous savez aujourd'hui que le monde de la radio a évolué. On parle aujourd'hui de plus en plus de radio filmée. Donc il est question d'aller filmer ces émissions en radio et de les diffuser en télévision. Et donc c'est cette synergie, c'est cette façon que la synergie va s'exprimer entre NCI et Nostalgie. Il y a des émissions déjà de Nostalgie qui sont sur NCI. On ira plus loin en regardant bien entendu des émissions qui sont adaptables en télévision. Et pareil pour la télé, il y a des émissions de la télé qui vont certainement pouvoir être diffusées à la radio. On a aussi, c'est peut-être pas sur le long terme, mais on a à court terme le mondial NCI qui a acquis les droits de diffusion de la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde va être diffusée à la fois sur NCI et sur Nostalgie pour certains matchs. Ange Guéhi rassure les téléspectateurs de NCI quant à la prise en compte de leurs aspirations. Aujourd'hui, si le sport arrive sur NCI, c'est parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous avons des retours de téléspectateurs et d'internautes qui réclament le sport sur NCI. On les a écoutés, ils auront le sport sur NCI. L'arrivée de Tia et la reprise d'antenne de Joël Amos Badi, ça correspond donc à cette ambition-là d'ouvrir donc le volet sport NCI. Et l'émission qu'ils vont animer tous les deux s'appelle NCI Sport. Les téléspectateurs et auditeurs ainsi que les internautes de NCI et Nostalgie ne sont pas au bout de leur surprise. Plusieurs journalistes et animateurs de renom frappent aux portes et pourraient aussi joindre les équipes pour davantage de contenu de qualité. Rejoignent cette formidable aventure. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, Focus Fait divers avec Evelyne Débat. Bonne suite de programme.